Al Jarreau, l'illustre Al Jarreau, et nous revenons sur nos invités. Vous êtes à l'écoute de Debout, l'émission 100% Arthrothérapie sur FPP 106.3 FM. Alors, avant de revenir avec notre invité, et je vais essayer d'aborder le thème de notre émission, je vais vous résumer brièvement le contexte géographique et historique de la Kanaky, dite Nouvelle-Calédonie. Alors, la Kanaky, dite Nouvelle-Calédonie, est un archipel d'Océanie situé en Mélanésie, dans l'océan Pacifique Sud, à quelques milliers de kilomètres de l'Australie, et distante de la France d'environ 16 740 km. Son chef-lieu est Nouméa, sur l'île principale de la Grande Terre, et l'archipel comprend plusieurs ensembles d'îles plus petites, l'île Bélève, l'île des Pins, l'île Loyauté, Ouvéa, Lifou, Tiga et Marais. Peuplée depuis près de 4000 ans, la Kanaky était habitée avant l'arrivée des Européens par des Mélanésiens, dits aussi Austronésiens, qu'on appelle aujourd'hui les Kanaks, et qui constituent la dite première communauté de la Nouvelle-Calédonie. Cet archipel est un territoire d'outre-mer depuis 1946, aujourd'hui une collectivité territoriale depuis 1999. L'ensemble de l'archipel est d'une superficie de 18 575 km², anciennement territoire d'outre-mer qui relève de la souveraineté française depuis que Napoléon III en 1853 ordonne d'y construire un pénitencier pour y déporter des criminels et rebuts de la société française. Alors j'espère que mon petit historique, Loulou, a été... Il est très correct. Il est correct? Très juste, ouais. D'accord. Alors, c'est assez précis. Alors voilà... Le peuple kanak, dit mélanésien, en référence à sa constitution mélanoderme, a une histoire aussi ancienne que celle des nouveaux empires égyptiens du temps des grands pharaons. Les historiens, chercheurs s'entendent même pour dire que les mélanésiens, austronésiens, sont sans nul doute les premiers navigateurs de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, le peuple kanak est toujours sous l'emprise de l'État français qui, addict de son programme d'exploitation des ressources de l'île, ne compte pas lâcher ses conquêtes coloniales en ce début du XXIe siècle. Alors voilà, je m'adresse à toi, LKU. Comment un peuple de grands navigateurs peut-il aujourd'hui toujours dépendre d'une constitution républicaine européenne, sachant que ce peuple kanak a près de 40 siècles d'histoire et 2 siècles et demi de colonisation? Je crois que les ancêtres un jour ont décidé de se fixer et c'est comme ça qu'on a habité depuis 4000 ans notre pays. Et puis, comme tu l'as rappelé dans l'historique, en 1853, nos vieux qui étaient donc à la tribu ont vu quelqu'un qui avait un uniforme qui a monté un chiffon sur un mât, un chiffon qui avait 3 couleurs, et c'était le drapeau français, et c'est comme ça que notre pays est devenu colonisé par la France. Cette colonisation a toujours été rejetée par notre peuple. Il y a dans notre histoire, on va dire, depuis ce fait colonial de prise de possession, il y a donc eu différentes révoltes, celle d'Ataï en 1878, celle de Noël en 1917, et puis plus récemment, bien sûr, les événements que nous avons connus, donc qui montrent que notre peuple a toujours essayé de résister à cette colonisation qui, de petit à petit, donc, a confisqué nos terres, et puis à la place, bien sûr, les colons ont installé du bétail et rejeté les gens dans les montagnes. D'où les révoltes que je viens de rappeler, et donc, puis voilà. Alors, en toute logique, et comme l'histoire l'a montré par ailleurs, ce refus de la colonisation nous a conduit petit à petit donc à revendiquer et à émerger donc une conscience nationaliste pour que notre pays retrouve son indépendance, sa souveraineté qui avait été confisquée en 1853. Et donc nous faisons partie de ce mouvement, nous sommes les héritiers de cette contestation et de cette revendication depuis les premiers ancêtres qui ont vu, donc je disais tout à l'heure, ce chiffon monter dans le ciel. Et puis voilà,
Donc nous avons eu, après les événements des années 80, on a signé des accords. Les premiers accords ont été les accords Matignon-Oudinot en 1988, qui prévoyaient donc une période de 10 ans pour nous préparer pour accéder à l'indépendance et puis pour relancer le pays donc, dans un développement économique nouveau. Et en 98, 10 ans après, il y a eu de nouveau un accord qui a été rediscuté et re-signé en 98. Donc, ce fut l'accord de Nouméa qui prévoit, donc, au terme de 20 ans, un référendum d'autodétermination. Et c'est comme ça que l'année prochaine, en 2018, il y aura ce référendum d'autodétermination. Et bien sûr, nous nous mobilisons pour que nous gagnions ce référendum et que nous accédons à l'indépendance. C'est ce que nous allons discuter alors. Alors, je voudrais que tu me dises qui sont les peuples aujourd'hui qui constituent la Nouvelle-Calédonie. Alors, évidemment, le colonisateur a tout fait pour que nous soyons envahis par les gens venant de l'extérieur, mais ce ne sont pas des étrangers, c'est principalement les Français. Pierre Messmer, donc, qui était un Premier ministre de la France, avait indiqué que pour prévenir toute velléité nationaliste, il fallait faire venir des populations, faire du blanc, comme il le disait, favoriser l'emploi des femmes de fonctionnaires, etc. Et ce que nous avons connu depuis, et c'est ce qui s'est accentué avec les accords qui ont été signés, comme je l'indiquais précédemment, ce sont des accords qui ont apporté un certain développement économique. Donc aujourd'hui, la société calédonienne est composée majoritairement de Kanaks, bien sûr. Ensuite, il y a les Européens. On a un rapport de pourcentage? Aujourd'hui, le peuple kanak, il est devenu minoritaire dans son propre pays à cause justement des flux migratoires qui n'ont jamais cessé, mais ça reste quand même la première population du pays. Ensuite, il y a les Européens composés de Caldoches. Donc les Caldoches, ce sont les Européens installés depuis plusieurs générations. Et puis donc ceux qui sont arrivés plus récemment, donc avec les booms successifs du nickel, et puis surtout donc la période après les accords, où là on a vu débarquer des dizaines de milliers de personnes de métropole, ainsi que d'outre-mer, de Wallis et Futuna, de Tahiti, un peu des Antilles, pas trop, un peu de la Réunion, mais c'est surtout donc la métropole et l'Océanie qui sont venus et qui aujourd'hui donc font partie de la société calédonienne. Donc les Polynésiens, ils sont à peu près 30 000 entre les Tahitiens et les Wallisiens et Futuniens. Les Européens, il faut dire qu'ils sont à peu près 70 000 entre les Caldoches et puis les Européens qui viennent d'Europe. Et puis nous, on est à peu près, on va dire une centaine de mille, peut-être un peu plus, mais on ne sait pas exactement on est combien de Kanaks, puisque dans les recensements successifs qu'il y a eu, il y a beaucoup de Kanaks qui ont boycotté ces recensements-là. Donc aujourd'hui, on sait qu'on est le nombre le plus important, on sait qu'on est devenu minoritaire à cause des flux migratoires, mais on ne sait pas exactement combien nous sommes, nous, les Kanaks. D'accord. Alors, comment les Kanaks arrivent aux affrontements qui dégénéreront en insurrection de 84 à 88 avec la prise d'otage de l'UVA et l'assassinat du leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou? Alors, c'est une histoire, comme je l'ai dit, qui a commencé il y a bien longtemps, au moment où s'est installée la colonisation et les spoliations au niveau des terres. Et donc, ce sentiment d'injustice et de révolte a toujours, le peuple kanak a toujours baigné dans ce sentiment-là. Et puis, il faut dire que dans les années 60, il y a eu d'abord, je reviens en arrière, historique, à la fin donc, de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu cette nouvelle émancipation qu'ont connue les peuples qui étaient sous tutelle coloniale. La départementalisation pour certains. Oui, c'était le choix qui avait été donné. Certains se sont prononcés en faveur de la départementalisation. Donc, pour ce qui nous concerne, on est plutôt
c'est plutôt orienté vers une assemblée territoriale que tu as rappelé tout à l'heure. Hein. Donc c'est un territoire d'outre-mer. Et dans les années 50, eh bien, il y a eu cette prise de conscience-là, elle a permis la mise en place d'un premier parti politique kanak qui était l'Union calédonienne. Ensuite, au milieu, vers la fin des années 60, il y a eu l'émergence d'une revendication identitaire pour affirmer la personnalité kanak. Donc on a appelé ça le mouvement des foulards rouges, c'était la jeunesse kanak. Aujourd'hui, ils sont devenus les anciens. Donc, moi j'étais l'un des plus jeunes du mouvement des foulards rouges en 68-69. Et puis derrière, malgré la demande répétée du mouvement majoritaire au niveau politique de l'Union calédonienne d'autonomie interne, l'État français n'a jamais accordé cette autonomie interne, qu'elle accordera plus tard, bien entendu, pour s'opposer à l'indépendance. Et en 1974, Jacques Chirac a répondu à une mission des élus qui étaient venus ici en demandant l'autonomie interne. Il leur avait répondu, mais l'autonomie interne s'est dépassée. Vous avez le choix entre la départementalisation et l'indépendance. Et je profite pour saluer le courage de nos vieux. À ce moment-là, ils sont rentrés au pays et ils ont dit, puisque c'est comme ça, on va revendiquer l'indépendance. Donc, cette revendication qui était assez isolée, puisque nous, la plupart des gens militaient en faveur de l'autonomie interne, et donc cette décision un peu contrainte, on va dire, mais néanmoins conforme à la réalité de la situation politique du pays, eh bien, a conduit nos vieux donc, à revendiquer l'indépendance. Quelques responsables, quelques personnes ont prononcé ces mots-là, et aujourd'hui, plus de 98% du peuple kanak est engagé dans l'indépendance. Alors, les discriminations, bien sûr, ont toujours accompagné cette situation, ce fait colonial, et à la suite donc de ce mouvement identitaire des jeunes kanaks, cela s'est transformé petit à petit en une revendication nationaliste. Donc appuie aussi sur cet engagement de nos responsables politiques, de ces vieux-là. Et puis finalement, ça a été un rapport de force constant jusqu'à ce que le plus grand parti indépendantiste de l'Union calédonienne en 75, en 77 s'engage pour l'indépendance, et c'est comme ça qu'est né le Front indépendantiste. Et le Front indépendantiste a négocié avec l'État français jusqu'en 1983, Nainville-les-Roches, donc il y a eu un accord à Nainville-les-Roches qui reconnaissait le fait colonial dans notre pays et le droit inné et actif du peuple kanak à son indépendance. Et en contrepartie, le peuple kanak a reconnu les victimes de l'histoire. Ces Européens qui sont venus donc avec la colonisation, dont je parlais tout à l'heure, et qui sont communément appelés les Caldoches, et que nous avons considérés comme étant aussi les victimes de l'histoire coloniale, et à qui nous avons accordé, je dirais, le droit du pays, comme nous. Donc je tiens à le souligner parce que c'est assez rare cette volonté d'ouverture, et beaucoup de gens aujourd'hui le méconnaissent ou l'oublient volontairement. Donc ça a été Nainville-les-Roches en 83. Se préparait alors ce qu'on appelle le statut Lemoine qui se négocie à ce moment-là. Et pour aller dans le sens de ce qui avait été acté à Nainville-les-Roches, et pour au niveau du débat parlementaire à ce moment-là autour de ce statut, eh bien, toutes nos propositions, tous nos amendements ont été rejetés, qui étaient présentés par le vieux député kanak à l'époque de l'Union calédonienne, qui était M. Roch-Pidjo. Tout ça, ça a été rejeté donc, par la majorité socialiste d'alors, celle de Mitterrand, pour qui nous avions appelé à voter en faveur. On disait, le slogan c'était voter Mitterrand, 80, voter Mitterrand, c'est voter l'indépendance. On a vu que dès l'élection, le président de gauche, le militant de gauche, lorsqu'il est devenu président, il est devenu le président de l'État colonial, et il avait changé à ce moment-là.
Donc, en 1984, nous avons décidé de fonder donc, une nouvelle force politique parce qu'on savait qu'on allait vers une confrontation avec le pouvoir colonial. Donc, du Front indépendantiste, nous sommes passés au FLNKS. Donc, un an plus tard est né donc au moment, à la date anniversaire de la prise de possession, c'est-à-dire le 24 septembre 1984, et la prise de possession c'était le 24 septembre 1853, donc à cette date d'anniversaire, nous avons créé le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, le FLNKS, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est bientôt l'anniversaire d'ailleurs, cette semaine. C'est ça. Et donc nous avons mis en place le 1er décembre un gouvernement provisoire, avec pour président Jean-Marie Tjibaou, le gouvernement de Kanaki. Et donc nous avons décidé de nous opposer au statut Lemoine. Les élections ont été prévues le 18 novembre 1984, et là nous avons engagé un boycott actif contre les élections. C'est d'ailleurs la photo d'Éloi Machoro qui brise l'urne avec une hache à Kanala, et partout dans le pays, donc a commencé ce face-à-face avec l'État colonial. Je présente les choses de cette manière-là, parce que c'était la revendication kanak d'indépendance contre la situation coloniale, et donc contre l'État colonial. Pas contre les personnes, ni contre les Français, mais contre la situation coloniale qui prévalait à ce moment-là. Ces événements donc, ont conduit jusqu'en 1988, où il y a eu donc la prise d'otage d'Ouvéa et le massacre par l'élite de l'armée française des 19 militants à la grotte de Gossana. Et ça a conduit derrière aux accords, les premiers accords de Matignon avec la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, notre président. Cet accord-là n'a pas été accepté chez nous. Et donc, après 2 conventions, nous sommes revenus pour négocier ce qu'on a appelé l'accord de Oudinot. Moi, j'en faisais partie aussi de cette deuxième délégation. Et donc, nous avons signé au mois d'août 1988 cet accord Oudinot. C'est pour ça qu'on parle des accords Matignon-Oudinot. Les premiers accords, ce sont les accords Matignon-Oudinot, puisque Oudinot a complété Matignon. Et puis voilà, donc finalement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, ça a ouvert une période de paix, une période de prospérité, puisque la contrepartie de l'État, c'était d'engager beaucoup de choses, beaucoup de moyens à travers donc, la mise en place d'infrastructures, d'équipements, et puis de moyens pour la formation des gens. Et on a connu donc un grand développement économique depuis ce moment-là. Comme j'ai indiqué précédemment, était prévu donc, au terme de 10 ans, un premier référendum, mais un accord est intervenu en 1998, l'accord de Nouméa, qui a repoussé l'échéance du référendum de 20 ans, et donc l'année prochaine, ce sera le terme des 20 ans, et donc nous aurons le référendum d'autodétermination. Je veux préciser d'emblée que aujourd'hui, il y a beaucoup de responsables politiques, dont je fais partie, qui sont contre de nouveaux accords. On ne veut plus d'accords, puisque cette période d'accord a été propice à l'État colonial pour faire énormément d'immigration, pour toujours changer le cours des choses, et ils ont procédé à une fraude électorale massive, hein, et à côté de ça, il y a plus de 30 000 Kanaks qui ne sont pas inscrits sur la liste référendaire. Donc je pense que je vais développer un peu plus tard sur ce point-là. Alors, vous en avez parlé, on va passer un titre et puis on revient tout de suite. Now this is Daddy Howard from Jamaica, Flamingo from New Caledonia. Yes, I will make ya, yeah, in the Jamaica. C'est toujours les mêmes, bla 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 bla. Vous êtes à l'écoute de Debout sur Fréquence Paris Pluriel, vous venez d'écouter Flamengo, blablabla, et c'est comme tu disais, alors Steven, tu peux nous présenter? Oui, en fait c'est un artiste qui a donc grandi dans les quartiers populaires et qui a mis justement un petit peu le reggae bien en avant, parce que le reggae ça influence un tout petit peu le Kaneka, c'est la musique locale. Qui est d'ailleurs c'est une recherche toute récente hein, à travers la musique qui a été menée par les artistes locaux. Très bien.
Alors on va revenir sur notre invité, LKU. Alors on parlait tout à l'heure d'économie, mais quels sont justement les enjeux économiques dans le processus d'indépendance en rapport avec l'exploitation du nickel en Canada? Bon, tout le monde sait que la ressource principale de notre pays, c'est le nickel. La Nouvelle-Calédonie est une terre dans le gisement de nickel, et je crois que nous avons le deuxième rang au monde au niveau du gisement de nickel. Donc c'est une ressource extrêmement importante. Malheureusement, elle est soumise aux aléas de la conjoncture internationale, et donc il y a parfois des années où le nickel se vend très bien, puis d'autres années où le nickel se vend moins bien, et il y a des crises, comme c'est le cas actuellement, où le prix du nickel est vraiment très bas. Alors, évidemment, que depuis longtemps, les gens réfléchissent sur d'autres sources économiques pour le développement de notre pays. Donc, il y a toujours eu un secteur agro-pastoral, agricole, l'élevage. De plus en plus, les gens se tournent aujourd'hui vers le tourisme qui est normalement une alternative très importante pour l'économie et pour pallier donc à cette situation que l'on qualifie de l'après-nickel, puisque les gens aujourd'hui réfléchissent à partir justement de cette situation de crise, bien que moi j'ai tendance à croire que le nickel, nous sommes une terre bénie d'avoir une telle ressource, et reste après à l'exploiter plus intelligemment, et puis surtout peut-être à faire des choix de partenariat permettant donc de passer au-dessus de ce genre de crise. C'est ce que nous avions fait d'ailleurs au niveau de la SMSP. Alors rapidement, je voudrais quand même rappeler ce qu'est la SMSP. La SMSP, donc c'était la société d'exploitation minière détenue par Jacques Lafleur, qui avait signé les premiers accords avec Jean-Marie Tjibaou, qui était le leader anti-indépendantiste. Et lorsque nous avons signé les accords 88, nous avons Jean-Marie Tjibaou, le premier, émis le souhait que les Kanaks puissent entrer dans le cadre de développement économique, puisque nous en étions écartés jusque-là, et notamment dans l'économie minière. Et ce qui fait qu'à la suite de ces premiers accords, Jacques Lafleur donc, a vendu sa société aux Kanaks qui ont commencé à exploiter la SMSP. Aujourd'hui, la SMSP est la société numéro 1 au monde sur l'exportation de minerais de nickel, et à une usine dans le nord qui est l'usine de Wabuto, et a aussi une usine en Corée, puisqu'elle a la majorité avec 2 partenaires différents sur ces 2 usines. Alors l'intérêt, je disais qu'il y a des choix aussi à faire, c'est que l'intérêt de cette société que nous avons en Corée, en partenariat avec le fondeur japonais, coréen, qui est aussi producteur d'acier, c'est que, par exemple, ce minerai-là, il ne connaît pas la crise, puisque l'acheteur, lui, il est déjà partenaire, et donc ça permet d'écouler le produit de fusion. Ce qu'on ne connaît pas, par exemple, avec l'usine de Doniambo déjà, puisque Eramet exploite depuis bientôt un siècle l'usine de Doniambo en Nouvelle-Calédonie. Et ce qu'on ne connaît pas avec Vallée dans le Sud, qui est une société aussi minière détenue en majorité par les Brésiliens, numéro 1 mondial, Vallée, et puis Wabuto, donc où là, dans ce partenariat-là, on n'a pas aussi les mêmes débouchés que ce qui se fait donc, en Corée. Alors, nous, on en parle parce que nous, on avait créé un syndicat, qui est l'USTKE. Donc, moi, j'en étais le premier président fondateur. Ensuite, on s'est cédé à un autre camarade qui, depuis, est décédé, Marie-Pierre Boyer, qui s'y présente, est devenue ensuite la présidente. Et puis, aujourd'hui, donc, c'est André Forest qui est devenu le président. Mais avec l'USTKE, nous avons accompagné la SMSP
dès ses premiers pas pour en devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La SMSP, l'USTKE a fait des sacrifices avec les salariés pour permettre donc à la SMSP de résister donc aux situations difficiles et puis petit à petit d'évoluer et de devenir, je disais tout à l'heure, la première exportatrice de minerais de nickel au monde et détenant aujourd'hui 2 usines métallurgiques. L'usine de Waguto, c'est celle qui a coûté le plus cher au monde. Plus de, on va dire aujourd'hui, plus de 800 milliards CFP, ce qui est considérable. D'ailleurs, il y a des interrogations aujourd'hui par rapport à la situation du nickel au niveau national majoritaire pour savoir s'ils vont poursuivre ou pas, mais toujours est-il que les outils désormais sont là. Alors, je disais tout à l'heure que l'exploitation du minerai de nickel connaît aujourd'hui de grandes difficultés. C'est pour ça qu'il y a une réorientation au niveau économique qui est recherchée. Et il y a un secteur qui devient de plus en plus important, qui se développe de plus en plus, c'est le secteur du tourisme. C'est normal, nous sommes dans les pays du Sud, le soleil, la mer, les plages. Donc, vous connaissez aussi. Oui, comme dans les Caraïbes, exactement. Et donc, c'est très important que de plus en plus, il y ait la possibilité de développer le tourisme chez nous. Alors, j'avais une question aussi, parce que êtes-vous en relation avec d'autres indépendantistes des départements et territoires d'outre-mer français? Oui, bien sûr. Donc, moi, en tant que président de l'USTKE, j'avais participé à une conférence aux Antilles, la conférence des syndicats des dernières colonies françaises. On a des relations avec les syndicats des Antilles, l'UTG de la Guyane, syndicat de la Réunion. Ils sont venus à nos congrès en Nouvelle-Calédonie, on a des échanges comme ça. Donc, la relation existe. Avec le mouvement indépendantiste, pendant les événements particuliers, bien sûr, nous avons eu les soutiens des groupes aussi qui luttent pour l'indépendance, pour leur autodétermination. Et donc, après la signature des accords, évidemment, vu la période d'accalmie dans laquelle on était rentré, eh bien, ces relations-là, elles ont été moins poussées qu'auparavant. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation qui prévaut dans le pays, l'incertitude par rapport aux conditions dans lesquelles va se dérouler le référendum l'année prochaine, ou pas, puisque nous disons aujourd'hui que si la sincérité du scrutin n'est pas assurée, il est possible que l'on boycotte ce référendum d'autodétermination. Donc, c'est important pour nous, c'est pourquoi aussi je suis là, et je vous remercie de m'avoir invité. On est là aussi pour sensibiliser, pour alerter ceux qui nous ont soutenus dans le passé, pour leur demander d'être de nouveau vigilants, de suivre ce qui va se passer, puisque, comme je viens de l'indiquer, les conditions d'un référendum sincère ne sont pas établies pour nous en Nouvelle-Calédonie. Alors, comment accède-t-on à ce droit de vote en Nouvelle-Calédonie quand on n'est pas kanak? Alors, ça c'est une question importante parce que, en fait, le vote n'est pas réservé qu'aux Kanaks, bien sûr, il est réservé. Là-bas, les Français peuvent voter, sauf que depuis les accords, ils ne peuvent pas voter à toutes les élections. Donc on a 3 corps électoraux. Il y a le corps électoral qui peut se prononcer, ce qu'on appelle ceux qui sont sur la liste générale, donc qui peuvent se prononcer aux élections municipales, aux élections législatives, présidentielles et européennes, donc les élections françaises. Après, instauré donc par les accords Matignon-Oudinot, donc il y a eu la mise en place des institutions du pays et donc par les provinces. Et donc il y a des élections locales qui concernent que les provinces du pays. Donc là, c'est déjà un autre corps électoral. Le Français qui débarque, il ne peut pas voter. En principe, il ne devrait pas voter, mais c'est là où se situe la fraude électorale que j'expliquerai un peu plus tard. Donc il y a donc la liste électorale pour les provinciales et il va y avoir la liste électorale pour le référendum. Donc il y a 3 corps électoraux qui sont alimentés, bien sûr,
aussi entre elles, entre ces listes, et puis malheureusement, par cette fraude-là, donc il y a beaucoup de gens qui vont demain pouvoir voter au référendum alors qu'ils ne devraient pas. Alors, peut-être qu'il serait bien que j'explique comment... c'est important, voilà, parce que quand on parle de tricherie dans les urnes, ou enfin ce qui se passe là-bas, et que voilà, comment je vous ai posé, de quelle façon accède-t-il à ce droit de vote quand on est un Français et qu'on arrive là-bas, et que tout de suite on peut voter pour savoir... Normalement, il ne pourrait voter qu'aux élections qui concernent la France. Mais est-ce qu'il vote pour justement cette consultation référendaire? Normalement, non. Ni au référendum, bien entendu, ni au provincial. Mais... avec les caldos qui votent alors? Non, il y a ceux qui étaient là avant 1988, et donc qui ont participé au référendum de 1988, et qui, eux, donc, ont la possibilité de participer avec nous aux élections provinciales. Ceux qui ont participé au référendum de novembre 88, eux font partie de ce corps électoral qui peut se prononcer donc, dans les élections provinciales. C'est alors que c'est un corps électoral qui est plus restreint que le corps électoral général, qui a, comme son nom l'indique, c'est tout. D'accord, c'est l'ensemble. Tous ceux qui peuvent venir de France et tout, non. Mais ils sont limités qu'aux municipales, qu'aux législatives, présidentielles et européennes. Donc, pour les provinciales, donc c'est ce corps électoral restreint, mais on a constaté depuis des années cette fraude électorale qui se passe. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans notre pays et qui se retrouvent inscrits dans les politiques non indépendantistes. Alors, tous les ans, il y a un contrôle des listes qui se passe au mois de mars, tous les ans, donc par des commissions spéciales. Donc, il y a un contingent de magistrats qui vient de France pour présider ces commissions-là. Alors, la composition d'une commission chargée de réviser les listes électorales, donc vous avez le magistrat qui en est le président, vous avez le représentant de la mairie, vous avez le représentant de l'État. Ensuite, vous avez un représentant des non-indépendantistes et un représentant des indépendantistes. Donc, l'indépendantiste, il est tout seul. Tout seul. Et c'est toujours de l'indépendantisme que vient la contestation, puisque nous, on n'a pas intérêt à ce que n'importe qui rentre dans le corps électoral restreint. Parce que celui qui peut voter au provincial, de facto, il pourra voter au référendum. D'où l'importance de ces contrôles. Et donc, il y a toujours des litiges chaque année. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'il y a un litige, la contestation qui est faite par le représentant indépendantiste, eh bien, le représentant de la mairie dit que cette inscription, elle est correcte, mais ne communique pas les dossiers qu'on peut contrôler. Donc, simplement, la parole de la mairie, c'est de dire, eh bien, cette inscription, elle est correcte. La contestation venant de l'indépendantiste, le président de la commission met aux voix. Donc, à chaque fois, il y a 4 voix pour valider l'inscription, et il y a une voix contre. Et donc, la fraude, elle existe là. Donc, à partir du moment qu'elle est validée par cette composition de commission, qui est une composition de l'État français, donc la continuité, bien sûr, de cette manipulation coloniale, et bien, quand elle est validée là, la personne se retrouve donc à voter au provincial, et bien entendu sera inscrite sur la liste au référendum. Donc ça concerne des milliers d'inscriptions abusives. Donc, moi je suis souvent, je suis l'un des porte-parole du mouvement indépendantiste, signataire de l'accord de 88, et donc je passe mon temps à dénoncer cette fraude. J'accuse les mairies du Grand Nouméa, c'est-à-dire Nouméa, Mandor, Païta, Dembéa, je les accuse de fraude. Ils ne me poursuivent jamais au tribunal, parce qu'ils ne veulent pas ouvrir un procès où là on sera comment dire, on demanderait donc aux mairies de fournir donc les dossiers. Alors, lorsque nous on porte les contestations devant le tribunal, parce qu'on porte les contestations devant le tribunal, ils ont trouvé la parade en disant qu'il nous appartient d'apporter la preuve à nous qui faisons les recours, et on ne peut pas apporter la preuve puisque les dossiers sont à la mairie. Et c'est comme ça que des dizaines de milliers de personnes ont été inscrites frauduleusement. Vous avez des Français qui débarquent, qui ont 3-4 ans et qui sont inscrits sur la liste provinciale, ce qui est contraire à l'esprit même des accords, puisque le corps électoral était limité dès 1988. Alors, à côté de ça, vous avez la population kanak qui n'est pas inscrite, une grande partie n'est pas inscrite sur la liste. Donc, il y a, là-bas, vous avez 2 statuts chez les Kanaks. Vous avez le statut civil particulier,
ce qu'on appelle aujourd'hui le statut coutumier, et vous avez d'autres qui sont sur le statut de droit commun, hein, comme tous les Français, quoi, le statut de droit commun. Alors, l'état civil coutumier a recensé 90 000 personnes en âge de voter. La population électorale générale est de 160 000. 90 000, c'est plus que la majorité. La majorité, c'est à 80 000. Donc, c'est en faveur des Kanaks. Quand le registre de l'état civil coutumier a été donc mis en parallèle avec la liste électorale générale, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait un décalage de 25 000 personnes qui n'étaient pas inscrites, qui étaient sur la liste de l'état civil, en âge de voter, qui n'étaient pas inscrites. Vous en avez quelques milliers qui, eux, sont de statut de droit commun, qui, eux, bien entendu, aussi, ils ne sont pas inscrits sur la liste, du référendum. Donc, d'où cette deuxième exigence de notre part. La première, c'est donc que la fraude électorale elle soit corrigée, hein, donc il y ait les contrôles et que ce soit corrigé. Et la deuxième exigence, c'est que les Kanaks qui sont inscrits automatiquement aujourd'hui sur la liste du référendum. Donc, pour nous, c'est remplir les conditions de sincérité, et dans ces conditions-là, on ira au référendum. Sinon, on commence aujourd'hui à parler du boycott du référendum d'autodétermination. Alors, justement, comment la jeunesse kanak réagit-elle aujourd'hui face à cette question d'indépendance? Oh, vous savez, la jeunesse kanak aujourd'hui est très partagée. Vous en avez qui s'engagent donc dans les études, dans la formation, qui ont la vision de l'avenir et qui veulent être des acteurs, des responsables du pays demain lorsqu'il deviendra indépendant. À côté de ça, vous avez un très fort taux d'échec scolaire et il y a cette situation de marginalisation d'une grande partie de la jeunesse kanak qui aujourd'hui est considérée comme comment on va dire ça, qui alimente ce qu'on appelle la délinquance. Et vous avez beaucoup de problèmes, vous avez énormément de problèmes dans le pays avec cette jeunesse. Vous avez le CONES, c'est la prison au niveau du pays, et le CONES compte 95% de prisonniers kanaks. Donc c'est partagé. Je disais tout à l'heure, il y a une partie qui s'engage, et donc vous avez ici un exemple avec Steven qui est venu ici pour compléter sa formation et devenir demain un acteur donc, responsable dans son pays. Et puis vous avez malheureusement une très grande majorité qui est mise de côté et qui s'exprime de manière assez violente parfois. Alors, il se passe aujourd'hui un phénomène que je tiens donc à évoquer ici, c'est que vous avez un grand nombre de nos jeunes qui sont diplômés, qui rentrent au pays, qui sont diplômés quasiment dans tous les secteurs, et qui arrivent au pays n'ont plus de place. Parce qu'il y a une immigration massive qui a des embauches de métropolitains et des gens venant d'ailleurs, et qui bouchent les postes. Et quand nos jeunes reviennent, ils n'ont pas la possibilité de travailler sur place. Beaucoup reviennent ici en France pour travailler ici, pour trouver des petits boulots, parce que là-bas, c'est pas possible. Et nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne, que ce soit au niveau de l'USTKE, du syndicat, ou nous, au niveau du Parti travailliste, et le relais politique de l'USTKE dans les institutions, eh bien, on se mobilise pour faire en sorte que nos jeunes ils puissent trouver la place qui leur revient. Parce que ça fait partie des choses pour lesquelles nous avons signé les accords que j'ai rappelés précédemment. D'accord. Alors comment vous arrivez à les sensibiliser quand même, cette jeunesse? La jeunesse kanak est très sensibilisée. Elle est très sensibilisée parce que d'un côté, elle aspire à gérer la responsabilité d'une manière générale dans son pays, et par ailleurs, celle qui est victime de discrimination et de rejet, eh bien, cette jeunesse-là, elle est révoltée, elle n'accepte pas la situation, et donc cette prise de conscience, elle est permanente et à tous les niveaux de la jeunesse kanak. D'accord. Alors, vous en avez parlé parce que je l'avais en question. Y a-t-il une pensée kanak qui appellerait au boycott de ce référendum et qui prendrait son indépendance par la voie juridique, parce que vous avez essayé quand même la voie, on va dire par la force,
et que ça n'a pas fonctionné, mais est-ce que la voie juridique serait aussi, au vu des crimes coloniaux qui ont été perpétrés dans l'île, est-ce que ce serait aussi un champ d'action pour... Aucune voie n'est écartée, hein, donc ce que vous avez rappelé par rapport aux événements, elle nous a coûté beaucoup, bien sûr, hein, par la perte des militants, mais en tout cas, elle a amené un certain nombre de choses positives, vous le disiez tout à l'heure, hein, qui ont permis qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de cadres kanak. Et je vais vous donner un exemple. Pour la première fois cette année, on a des avocats depuis 1853 jusqu'au moment où il y a les événements, qu'on signe les accords, et jusqu'à cette année, il n'y avait pas du tout d'avocats kanak. Il y a quelques professeurs, donc ces 30 années, ça a formé des juristes kanak. De plus en plus, de plus en plus. Et, mais nous avons confiance. Nous avons toujours cette détermination, quel que soit le coût d'ailleurs que l'on doit relever, que l'on doit payer, mais cette détermination, elle est présente. Et nous avons confiance en nous. Moi, je fais partie de ceux qui restent optimistes, qui considèrent que nous aurons l'indépendance, qui espérons. Moi, je ne dirais pas que j'espère voir de mon vivant, mais je sais qu'on aura l'indépendance. Alors, on va arriver bientôt au terme de notre émission. Je voudrais savoir, parce que pourriez-vous être, je reste utopiste, hein, mais pourriez-vous être le porte-parole d'une union indépendantiste des originaires d'outre-mer? Parce que dans tous les départements et territoires d'outre-mer, cette idée germe depuis longtemps, et aujourd'hui on sait que c'est les Kanaks qui sont les plus en avant sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que vous pouvez créer un réseau est-ce qu'un réseau de lobbying autour de pour influencer cette accession à l'indépendance peut se faire? Mais je l'ai indiqué tout à l'heure que d'ores et déjà au niveau syndical, hein, nous avons ce mouvement de solidarité générale au syndicat des dernières colonies françaises. Les mouvements de libération aussi sont en relation, hein, que ce soit avec les Corses, que ce soit avec d'autres qui luttent, y compris donc outre-mer. Hein. Je vais vous rappeler tout à l'heure nos frères des Antilles, Martinique, de la Caraïbe, et puis de Tahiti aussi, colonisée aussi, et qui aujourd'hui est inscrite sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Donc oui, il y a déjà une solidarité qui existe. Alors, serons-nous organisés un jour de telle sorte qu'il y ait un mouvement généralisé avec des porte-paroles? Ça, seul l'avenir le dira. Mais nous sommes, en tout cas, nous sommes déjà solidaires. Moi, personnellement, comme je l'ai indiqué, j'étais participé donc à des rassemblements de solidarité donc, dans les Caraïbes. Et puis surtout, Tahiti, au moment de la reprise des essais nucléaires français en 1995 par Jacques Chirac, on s'est beaucoup mobilisé à ce moment-là et nous avons une très très forte solidarité avec Tahiti. Nous avons fait un lobbying auprès des pays de la Mélanésie, qui sont déjà indépendants. C'est eux qui ont introduit le cas de la Polynésie à l'ONU. Et c'est comme ça que la Polynésie a été réinscrite sur la liste des territoires décolonisés. Et ça, c'est grâce au lobbying que nous avons effectué auprès des pays de la Mélanésie. Très bien. Alors pourquoi ça ne s'adapte pas au Kanak? Alors, c'est pas le même principe que les Polynésiens, hein, pour vous? Si, non, mais ce que je disais, je donnais ça en exemple d'un lobbying solidaire que nous avons porté auprès des pays de la Mélanésie et qui donc a porté ses fruits à l'ONU, puisque Tahiti, contre l'avis de la France, la France était contre, et Tahiti s'est retrouvé réinscrit sur la liste des pays à décoloniser. Alors, vous étiez ce week-end à la fête de l'humanité, au stand de l'USTKE. STKE, Parti travailliste. Parti travailliste. Quel a été le message général justement dans cet événement de la fête de l'humanité? Alors, bien sûr, hein, ça a été l'occasion aussi d'informer. Être présent déjà, c'est attirer l'attention. Attirer l'attention sur
voilà, sur ce pays qu'est la Kanaki, avec son drapeau, avec ces jeunes qui étaient là, et puis toute cette information que nous avons donnée à travers nos interventions, à travers les débats. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, que d'être présent dans une fête comme celle de la fête de l'Humour. Je pense que c'est la plus grande fête qui existe en France, d'Europe, de solidarité, et c'est quand même, par jour, c'est des centaines de milliers de personnes qui y sont passées. Et ça, c'était très important. Donc, moi, j'étais venu il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Voilà, donc ça a été l'occasion de revenir, et ça a été vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Les débats ont été très intéressants, et on est déjà en train de discuter pour préparer l'année prochaine, puisque c'est l'année du référendum, et donc il va falloir qu'on fasse encore mieux, encore plus fort, encore mieux, donc avec un plus gros stand, beaucoup plus de musique, etc. Quoi. Mais c'était vraiment... Solidarisé. Et bien sûr remercier tous nos jeunes qui ont contribué à cette réussite. Eh bien, on te remercie beaucoup, LKAU. Nous allons devoir rendre l'antenne et remercier à tous nos auditeurs qui ont été à l'écoute, à moins que tu aies encore une dernière question. Oui, je voudrais remercier l'invitation de la radio et dire que j'espère que ce temps d'antenne que j'ai donné va aussi donc, dans le sens de ce 25e anniversaire que vous célébrez cette année au niveau de la radio. Et je crois qu'aux Antilles, on dit quoi? Tchabéré, non? Et pas molli. Donc c'est le langage universel créole. Alors nous te remercions d'avoir participé à notre émission et à cette interview. Nous te souhaitons un bon retour au pays, et nous sommes de tout cœur avec le peuple kanak pour qu'il atteigne son autodétermination et son accès vers l'indépendance. Alors au revoir LKU, et à bientôt sur l'antenne de FPP 106.3 FM. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci. Vraiment bien. Sympa.